Vendée Globe, le retour des skippers avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique. Bonjour Yannick Bestaven. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV Vendée. Vous avez passé la ligne d'arrivée de ce Vendée Globe il y a environ 36 heures. Juste après l'avoir passé, vous disiez ne pas réaliser ce qui se passait. Là maintenant, est-ce que vous réalisez un peu plus ? À peine plus, mais pas beaucoup plus. Donc ça reste encore un petit nuage tout ça. Et je suis sur mon petit nuage. Mais ouais, quel bonheur de pouvoir vivre ce moment et cette victoire, de commencer à la savourer après cette course engagée de 80 jours. Ouais. Et puis j'imagine qu'aujourd'hui vous avez vu cette une du journal L'équipe, le quotidien sportif, The Bestaven. Quelle a été votre réaction en voyant cette une ? Déjà ça fait plaisir que le journal L'équipe mette à l'honneur la course au large, le Vendée Globe, parce qu'on était 33 au départ. Et puis ma photo, c'est un beau collector que je vais garder sous cadre dans mon bureau, ça c'est sûr. Alors justement, dans l'interview que vous avez accordée à ce journal, on a un témoignage de votre compagne Claire qui parlait de ce dématage en 2008 très rapide lors de votre première participation au Vendée Globe. Elle parlait de ce mât tombé comme un poisson dans vos tripes. Est-ce que ce poisson maintenant il est retiré ? Ouais, bien sûr. Bon, après c'est vrai que depuis j'ai fait quand même beaucoup d'autres courses, mais j'ai eu de mal à encaisser j'ai mis longtemps à accepter ce dématage en 2008, surtout qu'il est arrivé très tôt, 24 heures après le départ. Et après, quand j'entendais des gens qui me disaient t'as fait le Vendée Globe, je disais non, moi j'ai pris les photos sur la ligne de départ et je suis rentré quoi. En 2008, j'étais frustré de cette première expérience et je m'étais promis d'y retourner qu'à condition d'avoir un bon bateau, un bon partenaire et une équipe pro autour de moi. J'ai mis 12 ans pour arriver à réunir ça et ça a payé. Alors justement, parlons de ce bateau. Il était très bon ce bateau et surtout, vous nous le disiez avant de partir, vous étiez très confiant sur ce bateau. Vous avez beaucoup navigué dessus. Oui, je pense que c'est un peu le secret de la recette. Hein. C'est un Vendée Globe se prépare longtemps à l'avance maintenant, vu le niveau technique et sportif des bateaux, des projets, des marins. Et moi, j'ai pris le parti de ne pas modifier ce bateau, qui était l'ex-Safran de Morgan-la-Gravière. Et j'étais accompagné par Roland Jourdain qui dès le premier jour m'a dit Yannick, plus tu vas naviguer sur ton bateau, mieux tu vas le sentir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup d'entraînements. Je suis allé au Portugal m'entraîner l'hiver plutôt que de laisser le bateau en chantier. J'ai fait toutes les courses IMOCA, quasi. J'ai fait tous les convoyages de mon bateau, après course, après la Jacques Vabre. Donc j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de milles en mer sur le bateau. Et ça c'est un plus, c'est sûr. On va refaire un petit peu la course, le déroulé de ces 80 jours. Avec d'abord cette descente de l'Atlantique. Vous êtes regroupés avec des poursuivants derrière les leaders, derrière Alex Thompson en début de course. Comment ça se passe pour vous les premiers jours, les premières semaines ? Bon, c'est un peu la mise en jambe. C'est une météo compliquée, il y a des options à prendre d'entrée de jeu. Un front assez fort à aller chercher au large de l'Espagne, avec deux choix. Je tarde un peu pour me décider. En fait, il y a le choix qui a été fait par Benjamin qui vient d'arriver et Jean Lecam de passer à l'intérieur de la zone de trafic cargo, à l'intérieur de l'Espagne. Et le choix d'aller à l'ouest chercher le front, et je mets un peu de temps à me caler, et du coup je perds un peu de temps, mais je choisis la route de la sécurité, c'est-à-dire de passer au sud du front pour avoir du vent moins fort, quitte à perdre un peu de terrain. Et on se fait quand même bien secouer. Et puis après, il y a la deuxième grosse dépression tropicale Tétra à gérer aussi. Donc c'est vrai qu'on se fait un peu chahuter dès le début de course. Il faut quand même penser à préserver le matériel parce qu'on sait que la route va être longue. Après rentrer dans le sud, vous passez le cap de Bonne-Espérance en 8e position. Puis juste après, il y a bien sûr cet épisode qui va marquer ce Vendée Globe et l'histoire du Vendée Globe, le sauvetage de Kevin Escoffier. Quand vous l'apprenez, quand vous êtes appelé par la direction de course, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Comment vous vivez ça ? Ça a été un moment très dur à vivre. C'était une nuit en enfer. Moi, la direction de course, elle m'appelle. J'ai déjà dépassé le point de l'accident de Kevin. Et il me l'impose pas. Il me propose de faire demi-tour pour aller le chercher, sachant que il faut que je reparte au pré, qu'il y a 6 mètres de creux. Il me dit est-ce que tu penses que tu peux te détourner ? C'est comme ça qu'il me pose la question. Je dis mais attends, tu me demandes même pas si je peux. C'est obligatoire, bien sûr. Donc là, j'affale mon génaqueur, je prends un riz, 2 riz, je remonte face au vent. J'arrive sur zone à la tombée du jour, à la tombée de la nuit.
Première personne que j'ai à la VHF, c'est Jean Lecam qui a raté le sauvetage. Enfin, c'est un problème de hauteur, il ne peut pas récupérer Kevin. Donc déjà, ça sent le roussi l'histoire. Et puis on passe toute la nuit à scruter l'océan, à bien quadriller la zone. Et là, je félicite la direction de course et Jacques Carès pour le sang-froid qu'ils ont gardé pour nous guider dans ces recherches. Personne n'a laissé transpirer d'émotion, sachant que tout le monde était quand même dans l'angoisse. Et ils ont vraiment bien orchestré les manœuvres. On a chacun une zone à quadriller. Et grâce à ça, grâce à tout ce travail d'équipe, Jean a pu repêcher Kevin au petit matin. Et là, ça a été quand même un bon dénouement pour cette histoire que j'ai mis un peu du temps à digérer. Ça a été un peu long de se remettre en route après l'accident. Ouais. Oui, c'est ce qu'on a vu dans une vidéo visioconférence le lendemain. On voit que tout retombe nerveusement. Voilà, il n'y a plus l'adrénaline et c'est dur de repenser à la course. Ah ouais, c'est dur de penser à la course parce que nous, on n'a pas pu clôturer l'histoire comme Jean l'a fait avec Kevin parce qu'il l'a vu à bord, il l'a pris par la main. Nous, c'est un appel VHF qu'on a eu. Heureusement que Kevin nous a appelé à la VHF. On a pu parler avec lui, ça quand même. On a pu dire, ça y est, l'histoire, c'est clos, quoi. C'est terminé. Mais après, toute cette charge émotionnelle, on a dû la vivre et la vider tout seul, quoi. Seul à bord de nos bateaux. Moi, je me posais la question. Moi, j'étais en train de me tirer la bourre avec Kevin avant son accident. Pourquoi mon bateau casserait pas aussi de la même façon? On a attaqué les mers du Sud, là-bas, il n'y a personne pour venir nous chercher. Donc j'avais des doutes. Et un peu la boule au ventre de l'accident, de ce qui aurait pu se passer, comment on aurait fait si on n'avait pas repêché Kevin. Est-ce qu'on serait reparti en course? Ouais, beaucoup d'émotions. Ouais. Alors ces mers du Sud, justement, vous les avez découvertes avec voilà, cette expression de vivre comme un sanglier à quatre pattes dans son bateau. C'était vraiment compliqué la vie à bord par moment. Enfin, ouais, c'est pas humain. C'est surtout dans nos bateaux, nos foilers en carbone. C'est pas humain, quoi. Ça, aller se faire un café, c'est l'enfer par moment, se faire chauffer de l'eau. On se fait balancer dans tous les sens. Moi, des fois, j'étais dans ma banette. Je me suis retrouvé, je sais pas combien de fois, dans la cloison avant. Lorsque le bateau faisait des arrêts buffets, il fallait presque dormir attaché dans la banette. Enfin, c'était... Ouais, quoi. On mange par terre, le plat il tombe par terre, on prend avec les mains, on n'a plus aucune hygiène, plus rien. C'est une vie d'animal. Ouais. Et pourtant, vous vous comportez quand même très bien en course dans ces mers du Sud. Vous arrivez au Cap Lewin en 3e position. Il y a Jean Lecam qui est arrivé la nuit dernière, qui a même dit dans le Sud, Yannick a promené tout le monde. Sur la fin du Sud, il était comme chez lui. Merci Jean, ça fait plaisir. Ouais, c'est... Je connaissais pas les mers du Sud. Bien sûr, j'avais lu beaucoup de choses au travers des récits de personnes comme Jean et tous les autres marins. Ils m'ont fait rêver. Et c'est vrai qu'on a eu des conditions rudes. Je pense qu'on n'a pas eu les grands surfs qu'on attendait avec la longue houle que j'étais venu chercher. Mais j'avais une façon de naviguer où j'étais à l'aise avec le bateau. J'ai un bateau qui a une carène assez puissante, même si les foils ne pouvaient pas travailler à 100% à chaque fois. La carène de mon bateau, la connaissance de mon bateau faisait que je savais comment le toiler, quelle vitesse aller. Et c'est vrai que j'étais plutôt bien et je le sentais. En plus, je voyais par rapport à mes concurrents que j'allais un peu plus vite, donc ça motive. Et voilà. Et puis peut-être aussi que j'avais peur et pas envie de rester trop longtemps dans ces mers-là, donc je voulais vite en sortir. Mais on dit souvent que voilà, ce Vendée Globe et notamment les mers du Sud, c'est le monde des extrêmes. On a vu des moments extrêmement difficiles, des mers démontées où on n'a pas envie d'être là. Et il y a eu quand même des moments où vous avez, à travers vos vidéos, vous l'avez montré, il y avait eu des grands moments de plaisir, que ce soit de navigation ou de paysages qui vous émerveillaient. Ah ouais, j'ai vu des choses, des lumières, des couleurs, des aurores australes. Une nuit où j'avais la couleur orange du soleil qui se couchait dans mon ouest, au-dessus de ma tête la nuit noire, et dans l'est la couleur rose du soleil qui se levait, tout ça en même temps, un crépuscule avec l'Antarctique qui devait refléter le soleil dans mon sud. Ouais, des lumières, des images exceptionnelles, des ciels étoilés d'une pureté, des albatros qui m'ont suivi pendant des heures et des jours sans battre d'une aile. Ouais, des choses qu'on voit que là-bas, ouais. Et pour revenir à la course, j'ai dit 3e au Cap Lewin et ça continue encore mieux derrière puisque vous franchissez le Cap Horn en position de leader. Là, j'imagine, moment fort quand même. On est sur le Vendée Globe, on passe le Cap Horn le premier. On se dit là c'est quelque chose. Ouais, là j'étais content de moi. Ouais. J'étais content de moi et c'est peut-être le premier moment où je me suis dit là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose au sable, quoi. Où j'ai commencé un peu à réaliser qu'il y avait du potentiel pour le faire. Sachant que c'est là aussi où j'ai découvert l'état de mon bateau. Oui. Parce que j'ai affronté une dépression costaud là, pendant 48 heures.
Et du coup, il y a tout le balcon avant, les enrouleurs. Enfin, j'ai perdu pas mal de matériel sur l'avant du bateau. Et je me suis dit que ça allait être compliqué de remonter l'Atlantique avec un bateau abîmé comme cela. Donc, mais quelle joie et quelle délivrance de passer le Cap Horn. Et puis en tête, ouais, c'est quelque chose, quoi. Alors racontez justement ces conditions au Cap Horn, cette tempête, une des plus grosses, vous dites, que vous avez affrontées. Ouais, moi bon, on le savait, on avait les fichiers, ils étaient rouge-violet sur les fichiers météo qu'on recevait. Et il y avait deux options, hein. C'était soit laisser le gros passer, mais du coup ça m'obligeait à attendre Charlie qui était 100 ou 200 000 derrière moi, soit se jeter dans la gueule du loup en disant c'est quand même pas tous les jours que tu peux passer le Cap Horn en tête, alors vas-y fonce. Donc c'est cette option là que j'ai pris. Et du coup je me suis retrouvé dans des mers grosses, formées, déferlantes. Je pense qu'il y avait un bon 10 mètres par moment quand même. Et le bateau qui montait dans les vagues à 10 nœuds et qui plongeait dans les surfs à 35 nœuds, qui allait s'enfourner dans la vague en bas. Donc là c'est pareil, il y a deux options, c'est soit réduire la toile, aller mettre un tourmentin et s'abriter avec un bateau qui se fait balloter, ou soit garder de la vitesse pour que le pilote arrive un peu à aller droit, c'est ce que j'ai choisi. Donc j'ai quand même attaqué, j'étais sous J3, 3 riz. Par contre, les arrêts buffets en bas, fallait que le bateau puisse encaisser sérieusement les chocs. Ouais. Heureusement que nos boîtes en carbone, elles sont costauds. Ouais. Et donc vous découvrez les dégâts causés par ce passage. Hors de question bien sûr à ce moment-là de communiquer là-dessus. Surtout pas, surtout pas. C'est vraiment le moment où il ne faut pas en parler parce que j'ai un Charlie qui a les dents aiguisées comme des couteaux derrière. C'est pas le moment d'aller leur raconter mes petits déboires. Surtout que moi je sais que lui il a un problème de foil. Donc non, surtout pas, surtout pas. Alors, l'Atlantique Sud, remontée, vous avez encore une belle avancée. Vous comptez jusqu'à 450 000 d'avance. Et puis ensuite, voilà, il y a toutes ces zones anticycloniques, ces zones de vent faible, où là, justement, vos problèmes techniques vous handicapent. Tout le monde revient sur vous, vous dépasse même. Et là, on l'a vu sur des vidéos, vous êtes au fond du trou. Et là, à ce moment-là, par contre, 2 semaines après donc, ce passage du Cap Horn, vous décidez d'informer les problèmes qu'il y a sur votre bateau. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que c'est un poids de savoir que mon bateau est handicapé. Je perds toute l'avance que j'ai très vite. Et je pense que de toute manière, j'étais trop tôt au mauvais moment, au mauvais endroit, parce qu'il y avait une barrière sans vent devant moi. Je ne pouvais pas faire autrement que de m'arrêter. Parce que je commence un peu à péter les plombs, la fatigue, l'usure. Parce que j'ai l'impression qu'à terre, tout le monde doit me regarder en disant l'autre c'est une quiche. Regarde toute l'avance qu'il vient de perdre en 2-2. Donc j'ai envie d'informer des emmerdes que j'ai à bord et que les gens ils comprennent pourquoi j'avance plus, quoi. Donc là je me dis laisse tomber la stratégie de course psychologique à 2 balles. Donc je lâche le morceau et ça me fait du bien, ça me soulage en fait, ça me libère de ce poids, quoi. Au moins je sais que maintenant tout le monde est au courant et je vais faire avec ce que j'ai le mieux possible, quoi. Vous rétrogradez jusqu'à la 6e place. À ce moment-là, les espoirs de victoire pour vous, ils sont anéantis. C'est terminé. Ouais, c'est terminé. Ouais, faut se restructurer dans la tête. Faut revoir ses objectifs à la baisse, quoi. Donc il y a le pétage de plomb. Et puis après, quand on a bien hurlé, bien crié et qu'on se dit allez, remets tout en route, je me dis quoi ? Je me dis ton premier objectif c'était de terminer le Vendée Globe. Là regarde, tu es toujours sur ton bateau en course, tu peux encore l'atteindre. Ton deuxième objectif c'était de finir dans les 5. T'es pas loin, tu es dans les 5. 5e à l'équateur, ouais. Donc tu y es toujours. Et puis voilà, et ce qui me rebooste surtout, c'est après quand je retouche du vent, sachant que j'ai des voiles plus petites que les autres, je pense, lorsqu'on fait le grand bord travers, je me rends compte que j'arrive à tenir la cadence des premiers. Je me dis, si tu arrives à tenir alors que tu es sous-toilé, il y a encore peut-être des coups à jouer. Donc ça me remotive. Ouais. Et donc le coup à jouer, vous l'avez joué notamment au niveau des Açores. Vous êtes le seul à être passé à l'ouest des Açores. Pour vous, c'était pas la bonne idée de suivre le sillage des leaders? Non, ça faisait un moment que je regardais les fichiers météo, que j'étais vraiment concentré sur les cartes isobariques, sur les photos satellites, sur les cartes de vagues, de courants, de tout ce que je pouvais avoir. J'allais chercher vraiment toutes les infos météo. Et quand je faisais mes routages, que mes concurrents soient là ou pas, j'avais beaucoup de routes qui m'emmenaient au nord. Donc il n'y avait que des plus en fait quand je cochais les cases. La route la meilleure pour mon bateau là où j'étais c'était le nord. Elle me permettait de ne pas passer dans le dévent des Açores, donc ça aussi c'était un plus. Elle me permettait d'aller au nord chercher 2 fronts assez forts avec des grains dans les fronts froids, plus de 30 nœuds. Ça tombait bien parce que les voiles que j'avais de fonctionnel c'était plutôt des voiles de gros temps pour mettre le bateau à 100%. Donc une fois qu'on avait additionné tout ça, j'avais aucun moins et j'avais aucun intérêt à suivre les premiers, sachant que je faisais une course contre le temps avec Charlie. Donc voilà, donc j'ai pas du tout hésité à partir à l'ouest des Açores et plein nord, quoi. Et ensuite, donc il y a ce long bord qui vous emmène jusqu'au Sable d'Olonne.
J'imagine le couteau entre les dents. Vous saviez précisément à quelle heure, au bout de combien de temps il fallait arriver pour que votre compensation vous permette de l'emporter. C'était Ouais, c'était bien sûr. précis, ça. Ah bah ouais, ouais. Alors déjà, quand on passe quand j'ai le deuxième front, donc ça y est, je suis servi par le vent au bon angle de ce que je vais chercher. Là, je pars au reaching, le bateau, je suis à 110% dépolaire. Enfin, ça commence à devenir bon, quoi. Je me dis là, avec mes routages, donc là, je sens qu'il va y avoir du jeu jusqu'à l'arrivée. Et ouais, j'ai eu mon équipe technique au téléphone. Je leur dis, vous m'envoyez l'heure d'arrivée de Charlie avec le temps, me dire à quelle heure je dois passer la ligne pour savoir si ça se joue à la minute près et s'il fallait que j'attaque, prenne encore plus de risques. Ou si j'avais 2 heures d'avance, peut-être que sur le dernier empennage ou la dernière manœuvre, j'allais peut-être un peu faire attention pour assurer la victoire, quoi. Mais je voulais vraiment savoir à la seconde près où c'est qu'il fallait que je mette le curseur sur le bateau pour couper la ligne et gagner la course au final, quoi. C'était 6h50, je crois, à l'heure d'arrivée. Exactement, ouais. Vous terminez avec 2h30 d'avance, le plus faible écart entre un premier et un deuxième du Vendée Globe. Et donc ce passage de ligne qui en plus est particulier puisque la météo est très mauvaise au sable. Les bateaux ne peuvent pas sortir pour vous accompagner. On n'a pas d'image de votre arrivée. Vous, comment vous vivez ça? Moi, pour la caisse, je suis à 25 nœuds sur la ligne. Le bateau il est déjaugé, il y a des paquets de mer partout. Je brûle la ligne, quoi. Non, je suis heureux et c'est là où je comprends que j'ai gagné le Vendée Globe, quoi. Enfin, je me dis là, enfin, il peut rien t'arriver là. Tu vas pas te prendre une bille de bois, tu vas pas t'arrêter, c'est bon, c'est fait. Vous étiez au courant de l'accident de Boris Herman également ou pas? Ouais, j'étais au courant 1 heure avant de passer la ligne, je crois. Ouais. Mais ça montre qu'on est allé au bout du bout, les 5. Hein. Que ce soit sur l'usure humaine ou l'usure du bateau, Boris, je crois qu'il s'endort. Il n'en peut plus, quoi. On est vraiment au bout du rouleau, tous, ça, je pense. Thomas, il casse son bout dehors. Lui, il me le dit, Thomas, par texto. Parce que le bateau est fatigué aussi. Donc on voit qu'on a poussé les machines et les bonhommes loin pour ce final à suspense. Ouais. Et puis ensuite, cette remontée du chenal, sans les milliers, dizaines de milliers de spectateurs habituels, mais tout de même, voilà, une dose de chaleur humaine qui vous remplit. Ouais, quel spectacle quand même. Hein. Merci la Vendée, merci les Sables. Feux d'artifice, des fumigènes, 300 bénévoles, quelques bateaux quand même pour nous accompagner. Non, c'est prenant, quoi. Ouais, je me rappellerai toute ma vie. Ouais. Et puis fêtez ça ensuite derrière un petit peu, j'imagine, malgré le contexte, vous avez quand même pu célébrer cette victoire avec vos proches, avec votre équipe. Ouais, bien sûr, ouais, c'était le moment de partage et de la fierté pour toute l'équipe du travail bien accompli, bien fait. Et de pouvoir enfin savourer tous les sacrifices qu'on a fait les uns les autres pour ce projet. Ouais. Alors vous parliez de la Vendée a un petit peu gagné à travers vous ce Vendée Globe avec votre sponsor Maître Coq qui est vendéen. Et donc j'imagine que tous les collaborateurs, les producteurs, les éleveurs Maître Coq sont fiers. Quel est le lien entre vous, alors avec Christophe Guilloni, le directeur, on sait qu'il est fort, mais avec l'ensemble des collaborateurs, des salariés Maître Coq, c'est quelque chose qui vous a poussé tout au long de ce Vendée Globe? Ah ouais, carrément. J'ai la chance d'avoir un partenaire vendéen. Mais en plus, une entreprise, on va dire, familiale, entre guillemets, avec des collaborateurs qui vivent l'entreprise, qui sont passionnés par leur métier. Moi, je suis allé les visiter, hein. Je suis allé voir les usines pour comprendre un peu le métier de l'agroalimentaire. J'ai partagé un peu quelques moments de vie avec les collaborateurs de Maître Coq. Et pour eux, le Vendée Globe, c'est le projet de l'entreprise. Ils n'imaginent pas ne pas participer au Vendée Globe. Et Christophe, hier, me montrait des vidéos des collaborateurs qui sont restés, qui n'ont pas pu venir. Ils ont foutu un bazar dans la société. Ils ont des mégaphones, ils sautent sur les bureaux, ils dansent. C'est la joie, la fête. C'est super de pouvoir emmener toute une entreprise comme ça. Et moi, ça m'a poussé tous les jours, bien sûr. Alors il y a un autre Vendéen, mais arcachonnais d'origine, Arnaud Boissière, Cali, qui lui aussi a fêté votre victoire. Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo du passage de l'Équateur. Il disait qu'il y avait 2 choses à fêter, son passage de l'Équateur, son retour dans l'hémisphère nord et la victoire de Yannick Bestaven, bien avant que vous passiez à la ligne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Cali là? Cali, on est amis d'enfance d'Arcachon, justement, tous les deux. On a construit nos premiers mini-transats ensemble. On a fait nos armes ensemble à l'école de la course au large. Et on était ensemble sur notre premier Vendée lorsque moi j'ai fait mes fameuses 24 heures. Lui, il a terminé son Vendée. Depuis, il a eu la chance de pouvoir en faire plusieurs. Et c'est vrai que par rapport à Cali, on avait un peu une carrière similaire. Et j'ai toujours été un peu frustré de ne pas avoir pu faire des Vendée Globe comme lui faisait. Donc pour moi, c'était un peu
douloureux quoi, de pas. Cali, il m'a toujours dit, mais Yannick, lâche pas, il faut que tu fasses le Vendée, il faut que tu fasses le Vendée. Quoi. Donc, moi, il m'a dit, Yannick, je veux qu'une chose maintenant, quand j'étais en tête, il me dit, tu laisses pas les Bretons gagner. Et ben voilà, c'est pas un Breton cette année qui a gagné. Quelle va être la suite du programme? C'est quoi l'agenda des 2 semaines suivant une victoire pour un vainqueur du Vendée Globe? Oh, bah là, il est très pris parce que c'est un premier week-end parisien pour aller faire quelques petites émissions. Je vais rentrer mardi à La Rochelle, un peu me poser en famille, m'occuper un peu de mes enfants et puis revenir ici pour amener le bateau le 13 février à La Rochelle et la boucle sera bouclée. Et puis pour accueillir votre ami Arnaud Boissière. Et puis surtout, avant, revenir accueillir Cali, ça c'est sûr que je serai là pour son arrivée. Dernière question, quand on fait de la course au large, qu'est-ce qu'on peut faire derrière de mieux que gagner le Vendée Globe à part le gagner une 2e fois? Déjà c'est beaucoup, hein, le gagner une 2e fois. Je crois qu'il y en a qu'un qui l'a fait, il s'appelle Michel Desjoyaux. Quand on m'a branché sur un petit défi, il faut que j'y réfléchisse. Personne n'a gagné le Vendée Globe 2 fois d'affilée, donc il faut que je vois si c'est un truc qu'on peut essayer de jouer dans 4 ans ou pas. Je vais réfléchir à tout ça, je ne sais pas encore. Il n'est pas impossible qu'on vous revoie ici dans 4 ans. À réfléchir. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Yannick Bestaven, et encore bravo. Merci à vous. L'arrivée des skippers du Vendée Globe avec Enedis, le gestionnaire du réseau électrique.